Bonsoir à tous, nous allons vivre une fin de championnat du monde de Formule 1 tout à fait extraordinaire à l'issue de ce Grand Prix d'Italie, remporté aujourd'hui par Michael Schumacher devant Mika Häkkinen. Jamais la situation n'a été aussi indécise. Grand Prix extraordinaire, invité extraordinaire dans Tour de Chauffe. À nos côtés ce soir, Gerhard Berger, directeur sportif de BMW. Bonsoir Gerhard. Merci d'être avec nous. Vous allez rester avec nous pendant toute cette émission en compagnie de Frédéric Robin. Eh bien, on va disséquer ce Grand Prix d'Italie. Frédéric, on a sélectionné plusieurs séquences que vous avez estimées être les séquences les plus fortes de cette course. Oui, c'est vrai Eric, un peu comme à la tradition de Tour de Chauffe maintenant, on a fait des loupes. Bien évidemment, le départ est un des moments clés de ce Grand Prix. On s'est également attardé sur quelques moments importants, notamment pour Gerhard, puisqu'on aura besoin d'explications sur les comportements de ses pilotes. Et puis, on s'est arrêté également sur quelques moments assez impressionnants, notamment la conférence de presse de fin de Grand Prix où on a assisté quand même à quelques scènes assez incroyables. Voilà, c'est un des moments forts. Alors, on précise tout de suite que ce Grand Prix d'Italie a été endeuillé par la mort d'un commissaire, d'un pompier, tué dans l'accident, le carambolage de la deuxième chicane dans le premier tour. C'est évidemment ce que l'on retiendra de ce Grand Prix d'Italie. Mais on a retenu pour ouvrir cette émission une phrase prononcée par Michael Schumacher à la conférence de presse qui a suivi la fin du Grand Prix. La question qui lui a été posée était une question très simple. Michael, vous venez d'égaler le record de victoires en Grand Prix, 41 victoires, un record qui était jusque-là détenu par Ayrton Senna. Écoutez la réponse et regardez surtout la réaction de Michael Schumacher. Yes, it does mean a lot to me. Sorry. Gerhard, cette image de Michael Schumacher, on ne pensait pas pouvoir la voir un jour. C'est une image incroyable. Well, it's all emotion and of course vous savez, les émotions sont les émotions. À la fin d'une dure journée comme ça doit sortir. C'est normal après une victoire comme celle-là, après toute cette pression ces dernières semaines. Ça arrive. Même si moi je n'aime pas trop voir les pilotes pleurer. Gerhard, vous allez peut-être me contredire, mais moi j'ai pensé tout de suite en voyant ces images à l'accident d'Ayrton, que vous avez bien sûr connu de très près. Michael était juste derrière Ayrton à Imola, et c'est peut-être tout ça qui est remonté quelques années après, tout ce respect, toute cette admiration qui ont fait que Michael a craqué, en plus de la pression du Grand Prix bien sûr, sur ces images. Non, je ne pense pas qu'il y ait un rapport direct avec l'accident de Senna. C'est son sentiment aujourd'hui, et ces derniers jours, il y a quand même beaucoup de polémiques. Depuis Spa, il a été donné perdant au championnat. Beaucoup d'à côté extra-sportif, la politique, toutes ces choses qui font que la pression doit sortir. Et de plus, sa performance d'aujourd'hui, il a prouvé vraiment que c'était peut-être le meilleur pilote du monde, un très grand champion, et ça explique à mon avis qu'il est un petit peu craqué. Est-ce que Gerhard, vous connaissiez ce Michael Schumacher-là? Oui, je le connais. L'impression qu'il donne au grand public est vraiment très différente de ce qu'il est réellement. Moi, je le vois en privé, c'est un père exemplaire. Il a quelques priorités dans la vie, évidemment, son métier de pilote, mais surtout sa famille. Et ce sont vraiment les deux choses qui comptent dans sa vie. C'est un gros cœur, Michael. Même si, évidemment, il ne le montre pas ni durant la course, ni dans les paddocks, mais ce n'est pas le personnage que l'on croit.
Mais un tel niveau de compétition, il faut évidemment cacher ses émotions et c'est pas comme ça qu'on arrive au meilleur de soi-même. Mais vraiment, dans le privé, il est tendre et ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait craqué. Merci Gérard. Frédéric, donc on va passer à cette information qui restera comme une des grandes informations du Grand Prix, donc la mort de ce commissaire tué dans l'accident, dans le carambolage de la deuxième chicane dans le premier tour. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un moment de flottement. On va revoir les images assez impressionnantes de ces voitures entassées, si l'on peut dire, les images de secours à propos de ce commissaire de 30 ans qui a donc laissé la vie sur cette piste. Bien évidemment, il était ici pour faire son travail, pour exercer sa passion, c'est vrai. C'est presque, je dirais entre guillemets, une image de course, mais c'est vrai aussi que c'est un être humain qui a disparu à l'occasion de ce Grand Prix et qu'on pouvait difficilement aller au-delà de cette information et rendre au moins à travers lui un hommage à tous les commissaires de piste qui vont sur les circuits pour venir en secours aux pilotes en cas d'accident. Gerhard, est-ce que vis-à-vis d'un tel drame, vous avez une vue peut-être différente, celle du pilote? Est-ce que vous pensez de temps en temps aux marshals, aux commissaires qui sont au bord de la piste et qui peuvent vous sauver la vie? On l'a vu notamment à Imola quand vous avez eu ce terrible accident à Tamburello en 79, où il y a eu une intervention très rapide qui vous a sorti des flammes. Oui, évidemment, c'est grâce au commissaire que je suis encore en vie aujourd'hui. S'il n'était pas aussi rapide, aussi compétent, et de toute façon, chaque pilote sait ce qu'il doit au commissaire. On sait évidemment que notre métier est dangereux. Il est dangereux pour nous, mais il est dangereux évidemment pour toutes les parties prenantes du sport, évidemment. En premier lieu, les commissaires qui sont très exposés aux débris. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une tragédie qui s'est produite à Monza. C'est un moment très douloureux, mais ça fait partie de la course. Et ça fait partie des risques de la course qu'on n'arrivera jamais à exclure. Merci Gerhard, vous restez avec nous. Dans quelques secondes, on reparle évidemment de toute la partie sportive, cette fois-ci de ce Grand Prix d'Italie, 14e manche du championnat du monde de Formule 1. Auparavant, comme on en a l'habitude, le résultat le plus frais, le plus marquant du week-end, Frédéric, c'est le résultat de la 11e manche, je crois, du championnat du monde des rallyes, 11 ou 12. Enfin, oui, c'est vrai que ce qu'on vient de voir, c'était un peu les highlights, comme on dit en anglais, c'est un peu le sommet de l'actualité de ce Grand Prix. Deux moments forts. C'est vrai aussi qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'arrivée donc du rallye de Chypre qui a été jugé aujourd'hui, et on va le voir sur les images, eh bien elles vont parler d'elles-mêmes. C'est un pilote Ford, l'Espagnol Carlos Sainz, qui a remporté cette manche du championnat du monde des rallyes. Carlos Sainz qui a quasiment mené de bout en bout, il tenait déjà la tête de la course à l'issue de la deuxième. Il n'a fait en fait qu'assurer entre guillemets aujourd'hui, mais sa prestation et celle de son équipier Colin McRae viennent gonfler un peu le moral des troupes, puisque vous le voyez, McRae termine deuxième, Cocorico, François Delon troisième. C'était une toute nouvelle épreuve dans le cadre du championnat du monde. Ça redistribue complètement les cartes au classement, puisque Carlos Sainz peut à présent briguer le titre de champion du monde 2000. Au classement des marques, eh bien, il y a un resserrement de la situation entre Ford, Subaru et Peugeot, et ça, c'est de bon augure pour la fin de la saison. C'était une petite parenthèse de résultats dans cette émission spéciale consacrée à la Formule 1. Voilà, et d'autres résultats du week-end à la fin de cette émission. Tout de suite, on retourne dans la Formule 1 avec le résumé sportif, cette fois-ci, de ce Grand Prix d'Italie, 14e manche du championnat du monde de Formule 1. Il était 14 h sur l'autodrome de Monza. Et c'était le départ de ce Grand Prix. La première partie du résumé est signée, comme d'habitude, de Christophe Anquet. En signant hier la 29e pole position de sa carrière, Michael Schumacher avait déjà fait une bonne partie du travail et pris une sérieuse option sur la victoire pour ce Grand Prix d'Italie. De plus, et pour la première fois de la saison, les deux Ferrari sont sur la première ligne de la grille. Schumacher sait qu'il peut compter sur son équipier Barrichello pour éventuellement contenir Mika Häkkinen, troisième des essais, mais également le bouillant Jacques Villeneuve, auteur d'un très bon quatrième chrono. Coulthard, pour sa part, n'a pas pu faire mieux que de se qualifier sur la troisième ligne, avec à ses côtés Jarno Trulli. Les feux rouges s'éteignent et Schumacher, sur la droite de l'écran, enfume Mika Häkkinen pour se jeter en tête vers la première chicane redessinée de ce circuit de Monza. Barrichello reste scotché et laisse s'envoler Häkkinen, Coulthard et Trulli. Il est cinquième en sortie de la première variante.
En queue de peloton, Irvine est impliqué dans un accrochage avec Salo et Alesi. L'Irlandais de chez Jaguar reste sur le carreau. En tête, Schumacher s'envole, suivi par Häkkinen, Coulthard, Trulli et Barrichello en pleine bagarre. On craignait un énorme accrochage dans la première chicane, c'est malheureusement dans la deuxième qu'il va survenir. Frentzen rate son freinage, en perdition il percute son équipier Trulli, le carambolage devient inévitable, Barrichello et Coulthard sont emmenés dans le bac à gravier. Incapable d'éviter les voitures en perdition, Pedro de la Rosa part dans une impressionnante série de tonneaux avant de s'immobiliser sur l'arceau de sécurité de son Arrows. Cinq voitures sont directement impliquées dans l'accident. Herbert devra renoncer un peu plus loin. Il n'y a plus que 15 Formule 1 en piste après même pas un tour de course. On croit avoir évité le pire. Tous les pilotes sont indemnes sur le bord de la piste. Pourtant, un homme est allongé. Un pompier a été touché par une pièce de voiture. Les médecins s'affairent autour de lui. Le Pescar est bien entendu monté en piste, il restera devant les 15 Formule 1 rescapés durant 10 tours et lorsque le directeur de course décide de relancer les bolides, le leader Michael Schumacher effectue une manœuvre douteuse. Il freine dans la ligne droite pour ralentir tous les pilotes et ensuite imprimer son propre rythme. Surpris, Jenson Button évite d'extrême justesse la BAR Honda de Villeneuve et part dans le rail de sécurité. Il détruit sa BMW Williams, la course est terminée pour Jenson. Schumacher, quant à lui, a déjà réaccéléré et conserve sa première place devant Häkkinen, Villeneuve, Ralf Schumacher et Giancarlo Fisichella. Il reste 42 tours à boucler dans ce Grand Prix d'Italie pour le moins surprenant. Tout cela se passe donc sans Barrichello et Coulthard. Même si mathématiquement Coulthard peut encore être champion du monde, il est à présent clair qu'il n'aura plus droit au chapitre d'ici la fin de saison. Durant l'interruption, Ricardo Zonta est repassé par son stand, son aileron avant ayant souffert lors du passage sur les débris de l'accrochage. Le Brésilien revenu en piste se déchaîne et multiplie les dépassements. Zonta a flairé le bon coup. Il y a des points à prendre, ceux que Schumacher et Häkkinen daigneront laisser aux pilotes des autres écuries. Verstappen a également bien évalué l'enjeu de cette course puisqu'il pointe à la 6e place derrière Fisichella. Zonta est déjà 8e derrière Alexander Wurz. Mika Salo, quant à lui, rate un freinage et se retrouve bon dernier ou plutôt avant-dernier puisque Jean Alesi est relégué à un tour déjà. Schumacher ne cesse d'accroître son avantage par rapport à Häkkinen. Villeneuve tient le rythme et devance Ralf Schumacher. Fisichella menacé par Verstappen et Wurz qui se fait déposer par Ricardo Zonta avant le freinage de la parabolique. Le Brésilien est à présent à la porte des points. Entre les deux hommes de tête et tous les autres, la différence est impressionnante. Schumacher et Häkkinen, mais surtout la Ferrari et la McLaren Mercedes sont un cran au-dessus de tous les autres. Mais ça, on le savait. Ce qui était peut-être un peu moins évident, c'est la qualité du châssis Arrows sur les pistes rapides. Verstappen s'empare facilement de la 5e place de Fisichella, pourtant propulsé par le même moteur Supertech que le Hollandais. Nous sommes dans le 14e tour et Villeneuve range sa BAR Honda sur le bas-côté de la piste. C'est l'abandon pour le Québécois, alors 3e. Honda aurait préféré un meilleur résultat pour le 200e Grand Prix de son histoire. Pour Nick Heidfeld, la punition est identique 3 tours plus tard. L'Allemand de chez Prost Peugeot est contraint à l'abandon suite à un tête-à-queue. Heidfeld n'a pu repartir. Zonta se déchaîne. Il est revenu en 4e position après avoir doublé coup sur coup Fisichella puis Ralf Schumacher. Depuis son début de carrière en Formule 1 l'an dernier, Zonta n'avait été que l'ombre de lui-même. Cet après-midi, il a prouvé ses qualités d'attaquant. Même si sa voiture est un peu moins chargée en essence, puisqu'il effectuera 2 arrêts au stand, Zonta n'a aucun complexe à s'attaquer à la 3e position de Jos Verstappen. Le Hollandais résiste une première fois, mais il est évident que la BAR Honda est plus agile dans les courbes que la Rose, qui détient quant à elle la vitesse de pointe la plus élevée du plateau ici à Monza. C'est à l'aspiration que Zonta s'empare de la dernière marche du podium. Bien entendu, Verstappen résiste, mais c'est pour l'honneur. La BAR Honda de Zonta remplace celle de Villeneuve en 3e position. Ce genre de Grand Prix hécatombe permet souvent de voir des pilotes de qualité mais moins bien chaussés qui se battent aux avant-postes. Zonta et Verstappen ont fait le spectacle cet après-midi. Le Brésilien regagne son stand au 26e tour. Il devra à nouveau s'arrêter un peu plus tard pour un autre ravitaillement. Il est étrange que l'équipe BAR n'ait pas modifié la stratégie de son pilote suite aux aléas de la course.
Suite à l'arrêt de Zonta, Alex Wurz et Mika Salo se retrouvent 6e et 7e, séparés par un souffle. C'est à nouveau l'occasion de voir s'illustrer deux pilotes qui ne seront plus en Formule 1 l'an prochain. Salo, c'est certain, puisqu'il s'est lancé dans l'aventure Toyota pour 2002. Wurz, quant à lui, sera remplacé par Button chez Benetton Renault et n'a toujours pas trouvé de baquet libre pour 2001. Toujours est-il que c'est le Finlandais qui s'empare de la 6e place au freinage de la première chicane. Un virage qui se passe en première vitesse alors que les Formule 1 déboulent à plus de 350 km/h. Derrière ces deux hommes, à l'approche de la mi-course, il reste en piste Genet et Mazzacane, les deux pilotes Minardi qui devancent Diniz, Alesi à un tour et Ricardo Zonta. Devant, loin devant, Michael Schumacher vole. Il possède plus de 10 secondes d'avance sur son unique réel adversaire, Mika Häkkinen. Les deux candidats au titre se livrent une bagarre à bonne distance. Jos Verstappen est 3e à la régulière. Il devance Ralf Schumacher et Giancarlo Fisichella. On approche des ravitaillements. Gerhard, ma question est la suivante. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre le drapeau rouge? Comme ça, on aurait eu une course avec 22 voitures, tandis que là, on a une course avec 14 voitures. C'est pas beaucoup. 14 instead of 14. No, I think we have a regulation that if there's an accident, non, il y a un règlement. The pace car gonna go out. S'il y a un incident, le pace car sort. Si la piste est impraticable, il y a drapeau rouge, mais là, la piste est praticable. Il fallait juste aménager un peu de sécurité pour les commissaires et le règlement est ce qu'il est. A few years ago, you had a crash right in this curve. Vous avez eu un accident dans ce virage particulièrement où vous étiez rentré dans le rail en marche arrière. C'est un endroit particulièrement dangereux sur ce circuit. Dangerous place from this track? Well, no, I mean, well, as we saw the day after the start, is always the first corner, the second corners are the most dangerous. Comme sur tous les circuits, les deux premiers virages sont toujours dangereux. L'accident d'aujourd'hui n'est pas spécialement relié à Monza, ça pourrait arriver n'importe où. C'est deux chicanes consécutives, s'il y en a un qui se loupe, comme Frenzen aujourd'hui, eh ben c'est le désastre. Ça n'a rien à voir avec le circuit en lui-même. Moi aussi, j'ai eu un accident ici, ce même virage, mais c'était une faute de pilotage. Je me suis cassé les deux jambes. Mais on ne peut pas mettre ça sur le dos du circuit, c'est vraiment un accident banal. Voilà, alors Gerhard, justement, vous venez de nous dire que l'accrochage pour vous, le responsable en était Frenzen qui avait freiné trop tard. Et bien précisément, on va revenir avec les images sur cet accrochage qui finalement a changé toute la physionomie de la course. On voit les images avec vous, Frédéric. Oui, Eric, et on va revenir en fait en complet sur le départ de ce Grand Prix parce que c'est vrai que les événements se sont succédés à vitesse grand V. Un départ tout d'abord à l'actif de Michael Schumacher, même si l'on voit que Mika Häkkinen et que David Coulthard s'engouffrent dans son sillage, suivi par Rubens Barrichello. Un départ en demi-teinte en revanche, on y était peu habitué de Jacques Villeneuve. On voit ici qu'il y a accrochage entre les deux Sauber et la Jaguar d'Eddie Irvine. On va d'ailleurs avoir une meilleure vue de cette action alors que ici nous disposons donc du plan d'hélicoptère. On revoit que ça se faufile beaucoup à l'arrière. On voit d'ailleurs que la situation se prépare avec les deux Jordan côte à côte. Ça aura son importance tout à l'heure. Et regardez en haut de l'écran, c'est tout d'abord Eddie Irvine qui a dû aller mordre sur l'herbe, qui est allé taper dans la voiture de Pedro Paolo Diniz et qui est revenu embarquer avec lui Mika Salo. Ça permet donc de mieux voir l'événement. Et puis, eh bien, à l'intérieur de la voiture de Jacques Villeneuve, on va en avoir encore une meilleure vue. Vous le voyez, départ en demi-teinte du pilote canadien. Il se retrouve un peu bloqué derrière Barrichello et à côté dans un premier temps Coulthard et dans un second temps Jarno Trulli. Ça s'engouffre dans le goulet, dans le premier goulet du circuit, dans la chicane, sans véritable problème. À ce moment-là, eh bien, Jacques Villeneuve est en 7e position. Et puis, à la suite, les événements se bousculent. On les voit dans un premier temps en vitesse réelle avec les bruits d'ambiance. Regardez.
Voilà cette sortie de piste impressionnante dont on voit émerger la voiture de Pedro de la Rosa. Pardon. On revoit cette action d'ailleurs à l'intérieur de la voiture de Jacques qui n'a pas pu éviter les débris qui parsemaient la piste. C'est d'ailleurs vraisemblablement, selon la version officielle, un de ces débris qui a causé la blessure mortelle du marshal, du pompier qui se trouve au bord de la piste. Mais on voit nettement sur cette image que c'est Frentzen qui cause l'accident en allant frapper dans son équipier, Jarno Trulli, qui fauche en même temps, puisque sa voiture va beaucoup plus vite que celle qui le précède, David Coulthard et Rubens Barrichello. Ça s'appelle, entre guillemets, en langage de bowling, un strike. On voit en revanche que les deux hommes les mieux placés sur cette image, c'était évidemment Michael Schumacher et Mika Häkkinen, mais ici on se rend compte de la figure spectaculaire dont a été victime Pedro de la Rosa. Il s'en sort bien, le pilote espagnol, sans blessure, sans commotion. En revanche, malheureusement, rappelons-le, il y a eu une victime dans cet accident, un commissaire, et c'est peut-être le moment de se poser une question réglementaire, alors qu'on voit ici que la course a été neutralisée. Gerhardt, a priori, c'est une roue qui s'est détachée de la voiture et qui serait allée, selon la version officielle, frapper un commissaire. Il semble pourtant qu'au niveau du règlement, il y a des liens en acier qui ont été renforcés encore cette année entre les roues et le châssis des monoplaces. Est-ce que ce n'est pas un aspect du règlement qu'il faut encore améliorer? On se souvient que lors du week-end tragique à Imola, il y avait également eu un problème de roue qui était parti dans le public. On va renforcer ça dans le règlement 2001? On a vu beaucoup de roues voler lors de cet accident. On ne sait pas laquelle précisément a blessé mortellement ce pompier. Mais je n'ai pas assez d'informations de toute façon pour porter un jugement sur la validité de ce règlement. Mais de toute façon, il y a tellement d'accidents et ils sont tellement violents que quoi qu'on fasse. A priori, dans le règlement à venir, il y aura 2 liens en acier obligatoires avec les roues, entre les roues et le châssis. Maybe 5, I don't know. But, pourquoi pas 5? You know, there's certain force then where the cask just goes in parts. Dans des accrochages si violents, les voitures sont désintégrées, donc les roues cassent et les cordes chargées de les retenir n'ont pas plus de raison de retenir. Dans le cas de contact roue contre roue, les forces engendrées sont beaucoup plus fortes et dans ces cas-là, ce genre de règlement ne sert à rien. Même si c'est un pas dans le bon sens, ce n'est pas assez. Gerhardt, vous connaissez bien Heinz-Harald Frentzen, j'imagine. Yes. Voilà. Beaucoup de journalistes, beaucoup d'observateurs pensent qu'en ce moment, Frentzen manque un petit peu de lucidité parce qu'il est dominé par son équipier Jarno Trulli. Et que l'accident qu'il provoque aujourd'hui, c'est la conséquence de ce manque de lucidité. Quelle est votre opinion là-dessus? No, I think I know somebody died today, so it's a very sad moment. Aujourd'hui, un homme est mort et c'est évidemment très cruel. On essaye évidemment de savoir quelles sont les origines de l'accident, qui a loupé son freinage. Mais en Formule 1, de toute façon, quasiment à chaque départ, quelqu'un loupe son freinage et les conséquences ne sont pas toujours les mêmes. Dans les départs groupés comme ça, vous vous orientez en suivant les voitures qui vous précèdent, vous ne voyez pas vos points de freinage. Donc dans ces cas-là, Frentzen n'est pas seul responsable. C'est un fait de course et il n'y a pas de responsable. Et je ne veux pas accabler Frentzen plus qu'un autre. Même s'il est à l'origine de la collision, il a fait une erreur. En France, il y avait une phrase qu'on avait beaucoup utilisée à l'époque qui disait « responsable mais pas coupable ». C'est un petit peu l'analyse que vous en faites, Gerhard Berger. On va maintenant se pencher sur un deuxième fait marquant de la course avec Frédéric et sur les images.
c'est le restart. Et c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait incroyable lors de ce restart. Et on va revoir cette image de Jenson Button qui part tout d'un coup dans le rail. Et ça, c'est la conséquence d'un ralentissement brutal imprimé par Michael Schumacher. Oui, en fait, c'est même avant le redémarrage de la course. Vous voyez que la voiture de sécurité a éteint ses feux clignotants. Ça signifie donc qu'elle va rentrer au stand lors du prochain passage devant le pit lane. Et là, on voit Jenson Button qui sort bizarrement alors que le peloton est neutralisé. Mais ce qu'on voit aussi sur cette image, c'est que tout le monde se rapproche, tout le monde se tasse, parce que Michael Schumacher, en prévision de ce restart, a ralenti tout le monde, sachant très bien que du point de vue du règlement, s'il se fait doubler ou si un concurrent double derrière lui, eh bien, il peut y avoir sanction, stop and go. Et c'est peut-être là-dessus, en fin renard, que Michael Schumacher a voulu jouer. C'est peut-être aussi là-dessus que Jenson a buté en jeune pilote. C'est une bonne leçon pour Jenson Gerhardt d'apprendre un peu toutes les ruses de renard que peut avoir par exemple Michael Schumacher. Well, that gets into the category of experience, you know. I mean, he's very young. C'est le genre d'expérience désagréable par lesquelles il faut passer. Some more questions to these maneuvers because Michael obviously. Il est clair que Michael a un peu abusé de son expérience justement. Quand vous êtes derrière le pace car, c'est un moment très délicat. Quand il commence à accélérer, depuis plusieurs tours, vous roulez à vitesse réduite, donc les pneus ne sont pas à température, le moteur non plus. La pression des pneus est basse et donc la voiture est très dure à diriger. Elle a tendance à tanguer. Il y a aussi ce qu'il faut voir la température des freins. Et pour refroidir les freins, you try to put your competitor straight into a trap. What he did with an unexperienced guy like Jenson. But if Mika would go into the trap and would have the same thing, he would be very happy. Competitor would be out of the race and he would have more advantage in his points. So it's not an unfair thing, it's just part of the game. And he played it well. Oui, je résume rapidement ce que vous nous avez dit, Gerhardt, parce qu'on a eu un petit problème de traduction apparemment. Effectivement, ça s'est remarqué parce que Jenson Button est allé dans le rail, mais c'est une action de course tout à fait normale. Gerhardt, quand vous parlez de cette action menée par Michael Schumacher, on a l'impression que ça vous amuse, que le côté malin de Schumacher sur ce restart vous séduit, vous fait plaisir à regarder, non? Vous avez la traduction? You have the translation? Yeah, I have it, but if I like this kind of... Yeah. It seems funny to you. No, it's funny because, I mean, I did 210 Grand Prix, I know exactly what 210 Grand Prix, donc says, I just warm up my brakes. Je sais ce qui se passe sous leur casque, je sais exactement ce qu'a fait Michael. So, et je vois très bien la situation. Si vous voulez gagner des Grands Prix, être champion du monde, il faut jouer toutes vos cartes. Ça arrive dans tous les sports, football, tennis, évidemment course automobile aussi. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite compris ce qu'avait fait Michael et ce que n'avait pas fait Button, comme il a été surpris. C'est comme ça que le métier rentre. Ok, Gerhardt, merci, vous restez avec nous. On va se séparer quelques instants pour une courte pause de pub. Et puis après, on s'attaque à la seconde partie de ce Grand Prix qui, il faut bien le dire, a été un petit peu moins passionnante, un petit peu moins mouvementée que la première. On se retrouve tout de suite, à tout de suite. On retourne à Monza pour la seconde partie de cette 14e manche du championnat du monde de Formule 1. On vous rappelle brièvement que Michael Schumacher et Mika Häkkinen sont en train de s'acheminer vers une tranquille position aux première et deuxième places. Seconde partie de résumé, encore une fois signée de Christophe Anquet. Michael Schumacher et sa Ferrari sont donc en tête de ce Grand Prix d'Italie devant plus de 150 000 tifosi. Mika Häkkinen semble incapable de contester la suprématie du pilote allemand, le Finlandais est deuxième.
Nous avions quitté Ricardo Zonta après son arrêt au stand. Le Brésilien est dernier sur la piste, avant-dernier au classement puisqu'Alesi compte un tour de retard. L'Avignonnais ouvre sportivement la porte au pilote BAR Honda qui poursuit son incroyable remontée. Diniz et sa Sauber Petronas ne résistent pas longtemps. C'est à présent Gaston Mazzacane qui est la cible de Ricardo Zonta. Le pilote de la Minardi, auteur d'une très belle course, ne peut rien faire. Zonta s'empare de sa 9e position. Deux Minardi encadrent à présent la BAR Honda qui ne va faire qu'une bouchée de celle de Géné. Au vu de la remontée de Zonta, Jacques Villeneuve ne peut que regretter la rupture mécanique et qui l'a contraint à l'abandon dès le début de course. Quant à Olivier Panis, qui se retrouvera au volant de cette voiture l'an prochain, il ne peut que se réjouir de son choix. Ce matin, Ricardo Zonta a signé le meilleur temps du warm-up. En course, il confirme, dommage pourtant que son équipe n'ait pas été capable de modifier sa stratégie, ce qui l'a obligé à effectuer 2 arrêts ravitaillement. Si l'on ne tient pas compte de Zonta engagé dans une stratégie à 2 arrêts, Salo est le premier à repasser par son stand pour faire le plein et changer de pneus. Verstappen rentre ensuite dans le pit lane. Le Hollandais est 3e à la régulière sur la piste. Depuis le début de la saison, la Rose n'a pas été un modèle de fiabilité. C'est la seule inquiétude de Jos. Son ravitaillement se déroule sans le moindre problème. Verstappen embarque de l'essence pour rallier l'arrivée. La stratégie d'un seul arrêt était la bonne sur ce circuit de Monza, le plus rapide de la saison. Lorsque le pilote de la Rose remonte en piste, il se retrouve au milieu de ce qui reste du peloton. Wurz et Zonta sont en lutte pour la 5e position. Tous deux devront encore repasser par la pompe avant l'arrivée. Pour l'instant, c'est l'Autrichien qui domine le débat, même si le Brésilien est intrinsèquement plus rapide. Jos Verstappen est pris en tenaille entre la Minardi de Géné et la Sauber de Diniz qui n'ont pas encore ravitaillé. Dernier arrêt pour Zonta, il reste 17 tours à boucler et Ricardo, s'il veut marquer des points, va à nouveau devoir multiplier les dépassements puisqu'il remonte en piste à la 8e place. Devant, Schumacher n'a pas encore ravitaillé et il maintient un écart de l'ordre de 10 secondes par rapport à Mika Häkkinen. Il reste très peu de pilotes en piste et les leaders ne sont pas vraiment gênés par les dépassements de retardataires, ce qui fait le jeu de Michael Schumacher. Son avance est confortable, il se contente de gérer au mieux sa course en tête. À la régulière, Häkkinen va avoir beaucoup de mal s'il veut combler son retard. « 39e tour de course, la Ferrari numéro 3 se présente à l'entrée des stands pour son unique ravitaillement. Les mécaniciens sont rodés pour ce genre d'exercice. Schumacher ne reste immobilisé que durant 7 secondes, 2 dixièmes. Bien entendu, le temps de remonter en piste, l'Allemand perd encore un peu de terrain. Mika Häkkinen s'empare de la première place. Bien sûr, cette position de leader est virtuelle, Häkkinen en est conscient. Pourtant, le Finlandais hausse le rythme avec une piste dégagée devant lui et une voiture à présent très peu chargée en essence. Il aligne les tours rapides et accroît son avance sur Schumacher au volant d'une Ferrari avec un réservoir rempli d'essence. Mika Häkkinen et Michael Schumacher sont très loin devant leurs adversaires. Ralf Schumacher est 3e. À nouveau, le petit frère réalise une course splendide au volant de sa BMW Williams. 42e tour, 3 boucles après Schumacher, Häkkinen repasse par son stand. Son arrêt est réglé comme sur du papier à musique. Les mécanos de chez McLaren Mercedes sont plus rapides d'une demi-seconde que ceux de chez Ferrari. Ralf Schumacher rentre également au stand dans ce même 43e tour. Aucun problème pour l'équipe BMW Williams qui renvoie son pilote en 3e position sur la piste. Pour Fisichella par contre, l'arrêt au stand va tourner au cauchemar. Le Romain est dans les points lorsqu'il s'arrête et au moment de repartir, il ne parvient pas à enclencher la première vitesse et cale le moteur de sa Benetton.
Le temps de relancer la mécanique, d'enclencher le deuxième rapport, puisque le premier a refusé tout service, puis de pousser la voiture, et 1 minute et 30 secondes se sont écoulées. Fisichella a perdu une très belle occasion de marquer à nouveau des points au classement du championnat du monde. Schumacher a récupéré sa première place suite à l'arrêt de Häkkinen. L'Allemand a même un peu haussé le rythme, l'écart est à nouveau de l'ordre de 10 secondes entre les deux rivaux. 10 secondes sur le circuit de Monza, c'est énorme. Mika Häkkinen compte une ligne droite de retard par rapport à Schumacher. Le Finlandais n'est pas résigné pour autant. Dans le 50e des 54 tours, il signe le meilleur temps en course. Preuve que la McLaren Mercedes n'avait rien perdu de sa superbe en Italie. C'est peut-être cette fois encore Schumacher qui était au-dessus du lot. Dans les ultimes tours de course, pourtant, l'Allemand baisse quelque peu le rythme. Après tout, l'important c'est de vaincre, que ça soit avec 10 ou 3 secondes d'avance n'a aucune importance. Schumacher se dirige vers sa 6e victoire de la saison, une victoire indispensable pour l'Allemand et pour Ferrari. Un nouvel échec des Rouges aurait sans doute ruiné leur chance au championnat. Jos Verstappen, finalement, quant à lui, termine à une très honorable 4e place, juste devant Wurz et Zonta, qui se seront battus jusqu'au bout. Lorsque Michael Schumacher franchit la ligne d'arrivée, il remporte sa 41e victoire et rejoint Ayrton Senna à la 2e place sur le grand livre des records. Pour l'instant, seul Alain Prost a fait mieux. Mika Häkkinen limite les dégâts en terminant à la 2e place. Quant à Ralf Schumacher, il monte pour la 3e fois de la saison sur un podium et toujours en compagnie de son grand frère. Un grand frère qui à nouveau a rempli de joie le cœur de milliers de tifosi cet après-midi. Gerhard, Ralf Schumacher, 3e à Monza, BMW Williams, 3e au championnat du monde des constructeurs. C'est une superbe saison que vous êtes en train de faire, vous et vos partenaires. Yeah, well, for the first season, I think pour une première saison, c'est vrai qu'on a... On est 3e, ce qui est quand même super. Après les résultats d'aujourd'hui, je me suis dit pour la première fois qu'on peut vraiment prétendre à la 3e place du championnat à la régulière. Et ce qui pour la première année, ce serait magnifique. On a une super équipe chez Williams, chez BMW, nos pilotes sont au top, le moteur est performant, fiable. Il n'y a pas de secret. Il y a quand même un petit écart avec les McLaren et les Ferrari et c'est le prochain pas qu'on devra combler. Au vu de cette première saison, de cette première partie de première saison, Gerhard, on n'a pas l'impression qu'il y ait de véritables grosses difficultés devant vous, tant sur le plan du moteur que sur le plan du châssis. Voire même, et on le sait avec Williams, c'est parfois un peu difficile, au niveau de la communication et de la cohésion de l'ensemble de l'équipe. Comment est-ce que vous expliquez cette chose peut-être un peu magique qui s'est passée depuis les débuts de la collaboration entre Williams et BMW? Avant tout, Williams est un partenaire exceptionnel, une expérience irremplaçable, des titres de champion du monde à l'appel. Avec Ralf et Jenson, on a 2 pilotes très prometteurs, très rapides. Ralf, c'est un rock, très peu d'erreurs et très grande rapidité. Si on a l'air de ne pas avoir de problème, en fait, en privé, des moteurs cassés, on en a eu.
Mais finalement, on y arrive. Et quand on arrive sur les courses, on est prêt. Et on fait notre boulot. Et je ne peux que féliciter tous nos gars qui travaillent vraiment très dur. Personne vraiment ne s'attendait à de tels résultats. Mais c'est bien parti. Frédéric, rien à ajouter, on passe à la loupe suivante. Et la loupe suivante, c'est la bagarre pour la 3e place. Car c'est vrai que si la première et la 2e place ont été très tôt attribuées dans ce Grand Prix, eh bien elle, la 3e place, Frédéric, a fait l'objet d'une bagarre permanente avec plusieurs protagonistes, Verstappen, Zonta et à la fin Ralf Schumacher. Eh bien on revoit justement dans la première partie de cette course la passe d'armes du Grand Prix. C'est vrai qu'on avait suffisamment souligné le dépassement de Mika Häkkinen sur Michael Schumacher lors de la course précédente pour regarder avec plaisir une superbe action en course sous un angle que l'on n'a pas vu pour l'instant encore à la télévision. C'est celui-là où on voit nettement que les deux voitures sont côte à côte tout au long de cette première chicane du circuit. Une belle action donc et deux hommes qui se sont disputés tour à tour cette 3e place. Malheureusement, Ricardo Zonta est parti sur une stratégie un peu bizarre. Il s'est arrêté dans un premier temps après un problème lors de l'accrochage du départ. Il s'est arrêté 2 fois par la suite. Peut-être a-t-on manqué d'un peu de flexibilité du côté de chez BAR. En tout cas, chez Williams BMW, on a bien bossé parce que c'est finalement Ralf Schumacher qui récupère cette 3e place au prix d'une très grande régularité. Comme un métronome, il est resté à sa place, il a suivi la stratégie et c'est un travail d'équipe, comme le disait Gerhard tout à l'heure, qui a mené le jeune pilote allemand à cette 3e place. Pour la 4e place, il faut saluer quand même aussi l'excellente prestation de Jos Verstappen, qui est un bon pilote, on le savait, mais avec une voiture, disons, relativement moins efficace que ses concurrents. C'est vrai aussi qu'il a bénéficié de l'absence de pas mal des grands animateurs de cette saison. Il termine à la 4e place, donc, devant Alexander Wurz, qui n'est pas le pilote Benetton que l'on voit juste derrière lui. C'est Giancarlo Fisichella qui est à cet instant 11e et qui a connu des problèmes, on l'a vu dans la partie de résumé. Gerhard, encore une fois, on peut saluer le travail d'équipe parce qu'on voit bien que la 3e place de Ralf, elle est due certes à son talent, à sa constance, mais elle est due aussi à tout un travail de réflexion et de stratégie derrière. Yeah, I mean, again today, Ralf finally could finish third. Oui, encore une fois, aujourd'hui, Ralf a pu monter sur le podium, il a fini 3e. Au début, on a eu quelques inquiétudes. Zonta, Verstappen étaient très rapides, ils nous ont passé, mais on savait que c'était à cause de stratégies décalées. Zonta avait beaucoup moins de carburant. Mais Verstappen a fait une très belle course aujourd'hui. Ça fait plusieurs courses cette année qui surprend tout le monde. La Rose est une très bonne voiture cette année, très rapide en ligne droite, très bonne vitesse de pointe. Mais bon, finalement, c'est nous qui avons remporté cette dernière marche du podium. Alors Gerhard, j'aimerais vous poser une question sur votre partenariat avec Williams. Sur le terrain, pendant les courses, est-ce que toutes les décisions, notamment au niveau des stratégies de ravitaillement, au niveau de toutes les stratégies du week-end, elles se prennent en concertation entre le motoriste et l'équipe Williams? No, we separate our work completely. Nous séparons notre travail. BMW est responsable du moteur et s'occupe du moteur. Et BMW s'occupe aussi de tout ce qui est apparence, marketing de l'écurie, toutes les couleurs. Mais on discute bien entendu évidemment aussi des stratégies. C'est sûr qu'avec 210 Grands Prix, j'ai une expérience certaine de la course. On en parle. Mais chacun a ses responsabilités, les pilotes ont leurs responsabilités et les stratégistes de l'écurie Williams sont les leurs et ils les prennent. Merci beaucoup Gerhard. Frédéric, on va passer donc à ce qui suit traditionnellement les Grands Prix, à savoir les interviews, les conférences de presse avec un petit a priori technique sur la manière dont on a monté ça. Oui, c'est vrai parce que c'était une conférence de presse totalement atypique où il s'est passé beaucoup de choses, pas obligatoirement saisissables, sans le bruit, sans le son
d'ambiance de la conférence. Et pour cette raison, vous allez le voir sur les images qui viennent, qu'on a choisi de sous-titrer une partie et de doubler une autre partie. C'est un petit détail technique, mais ne soyez pas surpris. Vous allez le voir, en plus, c'est totalement justifié parce qu'il y a eu de grands moments d'émotion dans cette conférence de presse. Beaucoup de non-dits, beaucoup de regards qui ont parlé. Et je crois que le mieux, c'est de regarder les images et de découvrir ce que nous ont dit les pilotes, les 3 premiers, après ce Grand Prix de Monza. I have no vocabulary for anything higher than that. I'm sorry, but I'm just happy. I'm just exhausted and yeah. I'm not sure if you're aware, but this is your 41st victory, which puts you in equal second all time with Ayrton Senna. Do those records mean a lot to you? Yes, it does mean a lot to me. Sorry. Mir fällt nicht viel einzusagen, außer ein Dankeschön an alle, die das heute möglich gemacht haben. Natürlich das Team im Vordergrund. Sorry, mir fällt nicht viel ein heute. Mick, for the last 2 races, Michael's been, I think, magnanimous enough to admit that on the day you had the faster car, the McLaren. Do you think today that Ferrari was just a faster car? Can we have a break? Go to Ralph. Ralph can continue. Ralph, vous avez été un des seuls, sinon l'unique, à avoir échappé à l'accrochage de la deuxième chicane. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Tout simplement, j'ai vu un énorme nuage de poussière, des morceaux de voiture voler un peu partout et j'ai tenté de me frayer un passage. Mais j'ai bien vu qu'il s'agissait d'un accrochage terrible. Je crois d'ailleurs que quelqu'un a été mortellement blessé, mais je ne sais pas qui. Parlons maintenant de votre 3e place obtenue malgré les efforts de Ricardo Zonta et de Jos Verstappen. Vous pensez qu'ils ont choisi de mauvaises stratégies? Vous savez, de toute façon, avant le départ de cette course, nous étions persuadés qu'une grosse partie du résultat se jouerait sur la stratégie. Mais sur la piste, nous savons également que nous sommes plus rapides que Zonta et que Verstappen. Il n'y a donc pas eu d'inquiétude. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la Ferrari était supérieure à la McLaren? Un petit peu, oui. Pas énormément, mais juste ce qu'il fallait. Quand vous êtes ressorti des stands, nous nous sommes rendus compte que vos temps s'amélioraient et que vous étiez en train de revenir sur Michael. Comment est-ce que l'on peut expliquer cela? Bien, pendant mon pit stop, nous avons fait quelques modifications de réglage sur la voiture. Mais en tout état de cause, l'avance de Michael était trop importante pour qu'il puisse être rattrapé. Je crois également que quelques retardataires m'ont gêné, notamment les pilotes Minardi qui ont été pénibles à dépasser. J'ai dû perdre 2 ou 3 secondes à cause d'eux. Mais ce n'est pas une excuse, car à cet instant de la course, dans les derniers tours, Michael pouvait gérer, il n'avait aucun intérêt à accélérer. Voilà quelle était en fait la situation. Gerhard, on pose la question à chacun de nos invités tous les 15 jours, qui va être champion du monde de Formule 1 cette année? Même en vivant ça au jour le jour, c'est impossible à dire. Les voitures ont l'air à peu près égales. Même si je dois dire que Mika est un pilote exceptionnel, il a un fair play assez colossal. J'ai beaucoup de respect pour lui et je sais qu'il se battra jusqu'à la dernière course pour ce titre.
Même s'il perd aujourd'hui de quelques secondes, mais dès Indianapolis, il pourra inverser la situation. Mais on peut dire la même chose pour Ferrari. Ce serait bien pour Ferrari, bien pour la F1 qu'il gagne enfin un titre après 20 ans. Ils ont Michael qui est probablement le meilleur pilote du moment. Mais personnellement, j'aimerais bien voir une lutte jusqu'à la dernière course entre Mika et Michael. Tout le monde se demande quel est le meilleur des deux, et pour moi, il n'y a pas de meilleur. Ce sont deux grands champions, et celui qui sera champion cette année sera le meilleur. C'est vrai, Gerhard, que tous les 15 jours, on pose la question à notre invité, mais c'est la première fois depuis le début de la saison qu'on a un invité qui a été pilote Ferrari et qui a été pilote McLaren. Vous avez vécu dans ces écuries à l'intérieur. Sur le plan humain, avec tous les gens qui travaillent à l'intérieur de cette écurie, parce que on l'a vu, c'est important le facteur humain, quelles sont les différences que vous avez pu vivre entre ces deux équipes? Une équipe, on dirait typiquement britannique, et l'autre équipe Forza Italia. Typiquement italienne. It's very, very simple. On one you have Italian mentality and one you have... Yes, but how can it feel for... La fougue italienne et de l'autre côté les Anglais. Ferrari, c'est de l'émotion pure. J'ai travaillé pour eux pendant 6 ans, c'est génial. Dans les mauvais jours, c'est horrible. Dans les très bons jours, c'est vraiment génial. McLaren, c'est autre chose. C'est stable, c'est constant. Quand on gagne, pas d'exubérance. C'est très différent, mais surtout en ce moment, les deux équipes sont vraiment au top niveau. Comme nous le montre le dernier Grand Prix et celui d'aujourd'hui, elles se valent et il n'y a pas de meilleur, c'est très bien pour le championnat. Voilà, on va jeter maintenant un coup d'œil aux chiffres, les résultats du Grand Prix, les résultats du championnat du monde des pilotes et les résultats du championnat du monde des constructeurs, tout ceci avec les tableaux que vous a préparés Frédéric Robart. Le classement du Grand Prix tout d'abord avec les détails des temps, vous le voyez, pas grand chose entre Mika Häkkinen et Michael Schumacher, mais on peut imaginer que le pilote allemand s'est laissé remonter en fin de course. Ralph avec sa Williams BMW est en 3e position. Au classement du championnat, eh bien, on a l'impression qu'il y a 2 hommes et puis le reste derrière, car les abandons de David Coulthard et de Rubens Barrichello ont pesé lourd dans la balance. 2 points d'écart en revanche entre Mika Häkkinen et Michael Schumacher. Et cette situation, eh bien, elle se reproduit au classement des marques, puisque McLaren, Mercedes et Ferrari sont séparés par 4 petits points, alors que derrière, Williams BMW, qui est 3e pourtant, compte énormément de points de retard. Ça se jouera donc, et cette fois, c'est quasiment définitif, puisqu'il ne reste que 3 courses à courir dans ce calendrier. Entre Mika Häkkinen et Michael Schumacher, c'est quasiment certain maintenant, même si mathématiquement d'autres possibilités restent envisageables. Et ça se jouera évidemment, et ça c'est impossible autrement, entre McLaren et Ferrari une nouvelle fois. Voilà, dans quelques instants, on poursuit notre entretien et on le termine avec Gerhard Berger. Auparavant, des nouvelles du paddock avec notre traditionnelle rubrique Radio Paddock. Cette fois-ci, c'est Christophe Anquet qui s'est mis à la tâche pour vous la faire. Ça y est, l'écurie Jaguar est au complet pour 2001. C'est le jeune Brésilien Luciano Burti qui finalement a été promu aux côtés d'Eddie Irvine pour la prochaine saison. Burti est un pur produit de la filière Stewart puisqu'en 1999, il terminait 2e du championnat britannique de Formule 3 alors qu'il pilotait une voiture du Paul Stewart Racing. En 2000, Burti a rempli son rôle de pilote essayeur pour Jaguar, et même plus puisque lors du Grand Prix d'Autriche, c'est lui qui avait remplacé Eddie Irvine souffrant de douleurs abdominales. Avec Burti, Jaguar mise donc sur la jeunesse pour la saison 2001. Quasiment tous les postes de pilote titulaires sont à présent attribués sur l'échiquier de la Formule 1. Quelques zones d'ombre planent toujours autour de Arauz et Minardi. À part ça, c'est complet et Ricardo Zonta ne devrait plus en faire partie. Écarté de l'équipe BAR Honda pour 2001 au profit d'Olivier Panis, le jeune Brésilien pilotera sans doute encore une Formule 1 l'année prochaine. En effet, l'équipe McLaren-Mercedes est à la recherche d'un homme d'expérience pour succéder à Olivier Panis au poste de pilote d'essai. Et aux yeux de Ron Dennis, Ricardo Zonta devrait faire l'affaire. Quand on voit la manière dont a rebondi la carrière d'Olivier Panis suite à son passage chez McLaren, il est évident que l'opportunité proposée à Zonta vaut son pesant d'or. À quand un championnat de Formule 1 sans fumée? Si l'on en croit l'Organisation mondiale de la santé, c'est pour bientôt. Déjà en Europe, la France, l'Allemagne et l'Angleterre interdisent tout sponsoring des cigarettiers. Dans un avenir proche, cette interdiction devrait s'élargir à la totalité de la planète. Ce qui priverait donc une bonne partie des écuries de Formule 1 de rentrées financières pour le moins conséquentes.
Lorsque l'on sait par exemple que le principal annonceur de la Scuderia Ferrari débourse chaque année 455 millions de francs, on peut imaginer à quel point une telle interdiction handicaperait les teams de Formule 1 sponsorisés par des cigarettiers. Pourtant, certains sont déjà non-fumeurs. Williams, Jaguar, Sauber, Arrows et Minardi sont vierges de toute publicité pour le tabac, comme quoi il est possible de trouver d'autres annonceurs intéressés par la Formule 1. L'écurie Williams est à vendre. C'est peut-être aller un peu vite en besogne, mais cette affirmation pourrait devenir réalité. Longtemps hostile à l'idée de céder la moindre parcelle de son écurie à un constructeur, Frank Williams a dernièrement revu ses positions dans les colonnes d'un journal britannique. Sir Frank a en effet déclaré qu'il ne s'opposerait plus à présent à un éventuel rachat de son équipe par BMW. L'écurie de Grove suivrait ainsi la voie tracée par Ron Dennis qui a cédé 30% de son écurie à Mercedes. Si Frank Williams vend son âme, c'est un autre grand dinosaure de l'histoire de la Formule 1 qui risque de disparaître. Gerhard, la question nous brûle les lèvres depuis le début de cette émission. Est-ce que BMW va racheter Williams comme on le dit? There's no discussion at all in the moment. We are very happy to have Williams as a partner. Il n'en est pas du tout question pour l'instant. On est partenaire avec Williams et on est très content. L'expérience de Williams nous sert énormément, bien entendu. Notre but est simple, avoir du succès ensemble et personne ne pense à racheter personne pour l'instant. Thank you. Gerhard, c'est le moment de parler de l'avenir puisque l'émission touche à sa fin. Il y a deux choses importantes qui vont intervenir dans l'avenir immédiat dans quelques mois, au début de la saison 2001 pour BMW Williams. C'est un nouveau moteur et un nouveau pilote, puisqu'il y a Juan Pablo Montoya qui va venir remplacer Jenson Button. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Nouveau moteur tout d'abord. Well, you know already that Montoya is coming. Everybody says it. On l'a entendu dire. Let's say Montoya. Let's say. Well, Ralph told that yesterday. Excuse us. Well, he knows. Well, I have to say Jenson is a fantastic young driver. Je dois dire que Jenson est vraiment un pilote exceptionnel. Il a fait un travail exceptionnel cette année. Il a 20 ans, il est rapide, il ne fait pas d'erreur. Sympa en plus. Mais il lui faut 1 an ou 2 de plus pour s'aguerrir et apprendre plus en profondeur son métier. La question c'est, doit-il passer ces 2 années chez nous ou doit-on le prêter à une écurie afin de le reprendre d'ici 1 an ou 2? Finalement, on a décidé que c'était mieux pour lui et pour nous qu'il aille dans une autre écurie avec une autre un autre moteur, un autre châssis, d'autres ingénieurs. Il apprendra dans cette écurie et dans 2 ans, sûrement, il reviendra. Montoya, lui, est un pilote ultra compétitif, très déterminé. Je le connais depuis la Formule 3000. Et je crois qu'il va vraiment faire quelque chose de très bien en Formule 1. Il est sous contrat Williams depuis plusieurs années. Williams l'a prêté aux États-Unis à Ganassi. Et maintenant, ils veulent récupérer Montoya. Donc au jour d'aujourd'hui, on a 3 jeunes pilotes vraiment fantastiques. Tous en dessous de 25 ans et tous avec un grand futur et beaucoup d'écuries aimeraient être à notre place avec ces 3 pilotes. Le nouveau moteur est bientôt prêt, il va passer au banc d'ici les prochaines semaines. C'est vraiment un grand pas en avant au niveau du concept, c'est vraiment un concept très différent. Il n'y a pas un boulon commun avec l'ancien moteur. Évidemment, on attend que les performances, elles aussi, franchissent un pas. On est en avance sur notre planning, donc c'est déjà une bonne chose. On a de l'avance, on va pouvoir tester avant l'année prochaine. Et ça nous rend optimistes. Gerhard, ce sera ma dernière question. Un programme de Formule 1 pour un constructeur, c'est quelque chose de capital, de très important, mais de très prenant aussi. On sait qu'aujourd'hui, vous êtes encore impliqué dans des disciplines, par exemple de proto ou de GT. Est-ce que cela sera toujours le cas dans l'avenir ou est-ce que vous allez mettre
tous vos œufs dans le même panier sur la Formule 1? No. Of course, the priority is very clear in Formula 1. Il est clair que pour BMW, la priorité, c'est la Formule 1. Mais on sait aussi qu'on a besoin au moins des voitures de tourisme. Les voitures de tourisme, c'est vraiment historique chez BMW. Et on est en train de justement de chercher quel autre championnat pourrait être intéressant pour BMW. On est ouvert à tout, tous les différents championnats du monde. In 3 letters? On est intéressé par l'hypothétique futur championnat du monde tourisme, mais les réglementations ne sont pas encore vraiment définies. Et une compagnie comme BMW veut évidemment pouvoir faire courir ses voitures partout dans le monde et la réglementation n'étant pas les mêmes, c'est quand même problématique. Alors on étudie la meilleure réglementation qui pourrait nous permettre de couvrir le plus de pays. C'est pas facile. Eh bien voilà, Gerhard Berger, il est 0h05, donc on va vous laisser, on va vous laisser aller vous coucher. On sait que vous étiez à Monza aujourd'hui, vous devez être fatigué. Merci, au revoir. À bientôt. Thank you, Gerhard. Frédéric, salut. C'est pas terminé. Dans quelques minutes, on va se rendre aux États-Unis, à Laguna Seca, pour la 16e manche du championnat kart, avec une première ligne composée des 2 voitures du Penske Racing. Elio Castroneves en pole position avec à ses côtés Gilles de Ferrand, ce sera dans quelques minutes. Et puis sinon, notre prochain rendez-vous, eh bien, ce sera la moto, le Grand Prix d'Espagne à Valence, ce sera dimanche prochain à 12h15. Frédéric, salut et merci. Au revoir Eric. Au revoir Gerhard, et restez avec nous dans quelques minutes à peine, c'est le championnat kart, à tout de suite.